Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai entamé ce périple de la régénération. Je pense que c'est le cas pour plusieurs. J'ai beaucoup hâte d'écouter nos conférenciers de ce soir sur les relations entre la santé de la Terre et la qualité des aliments que nous partageons avec nos proches et que nous mangeons. Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à Angel Bailey, qui sera la modératrice de cette discussion. C'est elle qui va nous guider dans ce beau périple par le monde de la nutrition. Alors, merci beaucoup. Nous allons sauter directement dans la discussion car on a des présentations vraiment intéressantes ce soir. Je m'appelle Angel Beda et l'un des chapeaux que je porte est comme directrice des partenariats stratégiques et du rayonnement dans l'Est du EFAO, Ecological Farmers Association of Ontario. Je suis donc sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee, Kanien'kehá:ka et d'autres peuples. Je suis tout près de la ville d'Alexandria et je vis ici sur une ferme de 8 acres. Je vois que plusieurs de mes voisins sont ici ce soir qui sont aussi agricultrices et agriculteurs. Je vais maintenant donner la parole tout de suite à nos conférenciers qu'ils se présentent. Fred, voudrais-tu commencer? D'accord, je m'appelle Fred Provenza. Je suis des montagnes rocheuses de Colorado, mais je vis en Utah depuis 35 ans. Nous vivons, sauf que maintenant, on vit à Montana, à Innes, dans la ville de Innes. Je suis content d'être ici avec vous ce soir. Shauna. Non, pardon, c'est Craig alors. Alors, je suis Craig Cameron et je suis ici en Alberta avec ma femme, ma belle famille et nos 3 employés. Et nous avons la mission de produire des aliments riches en nutriments pour soutenir les gens dans euh, euh, dans leur chemin alimentaires. Je suis Shauna Lyons avec le Bionutrient Institute et je suis ici à Fort Collins, au Colorado. J'ai donc un grand honneur d'être ici avec vous ce soir et j'ai vraiment hâte d'écouter ces présentations, moi aussi. Eh bien, parfait. Sans plus tarder, Fred Provenza, est-ce que tu voudrais lancer la balle? D'accord. Ce soir, je veux parler de quelque chose dont personne ne parle, ou presque. Il s'agit de nourrir la terre et de nous nourrir nous-mêmes. Mais il s'agit de parler de la sagesse du corps. Le corps sait comment se nourrir. Si on y réfléchit quelques instants, personne n'a à dire aux bactéries, aux insectes, aux poissons ou aux oiseaux comment manger et comment se développer, comment se reproduire. Ils savent le faire. Si on regarde les animaux domestiques, les gens croyaient qu'après 10 000 ans de domestication, que les animaux avaient perdu la capacité de savoir ce qu'ils doivent manger. Quand on regarde les paysages qui auraient peut-être 200, 300 espèces végétales, on découvre que les herbivores, les chèvres, par exemple, les moutons, ils ne savent pas quelle plante choisir. Certaines plantes sont nutritives, d'autres sont toxiques. Certaines plantes peuvent être nutritives ou toxiques dépendamment du moment de la journée, de la semaine ou de la saison et dépendamment aussi des ressources disponibles dans l'environnement où la plante pousse. Par exemple, cette plante peut être très différente, peut avoir des phénotypes très différents dépendamment du sol dans lequel elle croît. Donc, il y a de gros défis que les animaux doivent confronter quand il s'agit de choisir un régime. Comment est-ce que les animaux savent, comment savent-ils combler leurs besoins en nutriments et en médicaments? Quand il n'y a pas de nutritionniste sur le terrain ou de pharmacien pour leur dire quoi faire, il n'y a pas de vétérinaire non plus.
Comment font-ils pour choisir les bons aliments? Il y a trois aspects de la question. Donc, la sagesse du corps. On parle ici de la sagesse du corps. Les animaux doivent avoir accès à une grande diversité d'aliments nutritifs. Plus ils sont restreints ou limités à une ration ou une monoculture avec une seule espèce, ou si on est des êtres humains qui doivent manger des aliments ultra transformés, et moins on est capable de se nourrir adéquatement. Et aussi, la mer a beaucoup de connaissances sur ce qu'il faut manger. Et donc, elle a son influence déjà quand elle est enceinte, ça continue quand elle couche et elle devient un modèle pour ses progénitures. Quoi faire, quoi manger, quoi ne pas manger. Et troisièmement, il n'y a pas une seule personne qui est une reproduction fidèle de sa mère. Nous sommes tellement uniques. On- euh, un chien qui peut nous suivre à la trace de nos odeurs, on peut l'identifier selon nos empreintes digitales. Chacun de nos organismes est différent. Donc, il est normal que l'on n'aime pas les mêmes aliments. Alors, la question se pose, comment est-ce qu'on répond à nos besoins? Ça nous amène à notre troisième thème, c'est relations de rétroaction des saveurs. C'est ça qui permet aux animaux de répondre à leurs besoins. Parlons-en. Pourquoi aimez-vous tel ou tel aliment? Vous me direz parce que ça goûte bon. Alors, je pose la même question. Pourquoi vous n'aimez pas telle chose? Parce que ça a un mauvais goût. C'est aussi simple que cela. Non, ce n'est pas aussi simple. C'est que ça devient plus complexe parce que nos préférences alimentaires sont influencées par la rétroaction des cellules et de notre organisme. Quand on pense à ce que les aliments font, bon, les aliments doivent nourrir des cellules et des systèmes d'organes qui vont contrôler notre appréciation de certains aliments. Donc, l'appétibilité est plus qu'une question de goût. Alors, on a fait 35 ans de recherche sur plusieurs aspects de ce thème. Mais très simplement, voici comment nous avons commencé à explorer cette sagesse traditionnelle du corps. On a rendu les animaux un peu déficients en un certain nutriment. Les jours impairs, on l'a fait avec les vaches, les chèvres et les moutons. Mais bon, mettons les moutons. Dans les jours impairs, on leur donnait des aliments à saveur de pommes. Et dans l'autre groupe, on leur donnait des aliments à saveur d'érable. Ensuite, on leur donnait beaucoup d'eau. Et les jours pairs, on a changé les saveurs. Mais après le repas, on leur a donné un bouillon du nutriment qui leur manquait. Par exemple, dans le groupe 1, si l'animal avait une préférence en fonction de la nécessité de combler ce besoin du nutriment, il devrait préférer les aliments à saveur d'érable à saveur de pomme. Et même le contraire pour le groupe 2. Et c'était absolument vrai dans essai après essai après essai. Après, donc, les- si vous ne le savez pas, la paille n'est pas un aliment du tout, presque pas. Il y a un groupe qui adore, un groupe de moutons qui adore la paille parce que la paille contenait le nutriment qui leur manquait, tandis que l'autre groupe, non.
il y a un groupe qui adore la paille et l'autre groupe ne comprend pas pourquoi on voudrait manger de la paille. On a fait les premières études avec l'énergie. Je pense à cette citation de Dave Barry. Les calories, comment est-ce qu'on définit les calories? Ce sont de petites unités du bon goût d'un aliment. Par exemple, le fudge a beaucoup de calories, tandis que le céleri n'est pas un aliment, mais un membre de la famille des contreplaqués et qui nous a été fourni par la mère nature pour que l'on puisse se manger la trompette à l'oignon, en effet. Bon, donc, ce qu'on a montré, c'est que le bétail cherche l'énergie, les protéines, les rapports des protéines à euh, aux calories, sont capables de choisir les minéraux, par exemple, et aussi les vitamines. Euh, il y a aussi, ça c'est les composés primaires, il y a aussi les composés secondaires qui se trouvent dans plusieurs catégories, les phénoliques, les alcaloïdes, les terpènes. Il y en a des dizaines de milliers produits par les végétaux. Les détails ne sont pas importants. Mais on croyait que ces aliments, ces composés étaient toxiques, mais tout dépend du dosage. Les composés primaires peuvent être toxiques s'ils sont trop dosés trop élevés et les composés secondaires aussi. Mais ce que, ce que l'on a découvert, c'est que la sélection des aliments par le bétail est la fonction d'une relation complexe entre ces composés primaires et secondaires. Je ne peux pas vous présenter les détails, mais la sagesse du corps intègre les informations sur tous ces composés pendant le repas et l'appréciation des aliments qui répondent aux besoins des différents systèmes d'organes. Ces relations comprennent des substances phytochimiques en interaction avec les cellules et les systèmes d'organes, dont le microbiome. Tout le monde parle du microbiome maintenant. On parle de la rétroaction du microbiome qui affecte notre appréciation de la nourriture. C'est vrai, ces relations passent par des neurones, des neurotransmetteurs, les peptides et les hormones. Et ça devient la base de la sagesse nutritive du corps. Parlons du microbiome. On pourrait imaginer que c'est le microbiome qui compte ici. Mais je peux vous parler ici d'une anecdote présentée par Claire Sylvia dans son livre A Change of Heart. C'était l'une des premières personnes à recevoir un transplant du cœur et du poumon. Et, et elle explique comment cela a changé sa vie. On pourrait imaginer qu'un cœur n'est qu'une pompe, comme le médecin a dit. Quand on reçoit le cœur et le poumon d'un homme de 20 ans, et c'est le corps d'une femme de 40 ans qui les reçoit, ça change toute la vie parce que ces organes portent de l'information qui change votre identité. Donc, ses préférences alimentaires se sont élargies. Elle a commencé à aimer des choses comme par exemple les piments, le poulet, la pierre, qu'elle avait détesté avant. Ses organes transportaient des préférences. Alors, qui suis-je finalement? C'est la rétroaction de tous ces systèmes d'organes avec leurs différents besoins. Le système nerveux a certains besoins aussi, le système musculaire. Donc, parlons maintenant de l'aspect socio-culturel de la chose. Il y a une bonne bibliographie qui explique que les préférences, que les expériences natales affectent les préférences d'aliments et d'habitat dans un grand nombre de groupes d'animaux. On a fait 30 ans d'études avec le bétail et pour démontrer que la mère a une influence toute la vie sur le régime alimentaire et la sélection d'habitat. Ça commence in utero par l'intermédiaire des saveurs qui passent par elle. Et, et c'est
déjà dans le dernier trimestre de la gestation, l'animal, le jeune animal, apprend sur les aliments. Et ensuite, quand la personne, quand le bébé arrive sur la terre, quand la mère accouche, euh, il y a, le bébé va suivre les préférences de la mère aussi. Je pourrais vous en parler en long et en large, mais ces expériences influencent l'expression génétique, tout ce domaine de l'épigénétique qui influence la forme, la fonction et le comportement. Le système nerveux change en fonction des expériences, la fonction rénale aussi, le développement du rumen. Tous les systèmes d'organes du corps changent en fonction de ces expériences. La même chose est vraie pour les êtres humains. Déjà, le régime alimentaire de la mère in utero va influencer la fluide amniotique. Et, et je trouve que l'étude la plus incroyable déjà effectuée était faite avec les êtres humains. Il y a eu très peu d'études sur les êtres humains, sur la sagesse du corps. Mais une femme qui s'appelait Clara Davis a démontré comment les, la disponibilité des aliments a donné lieu à des préférences alimentaires. Elle était pédiatre du Chicago et elle a dit lors de la 7e réunion annuelle de l'Association des médecins du Canada. Elle a expliqué les résultats de cette étude sur la sélection des aliments chez les êtres humains. C'était une étude de 6 ans, 15 bébés qui avaient été donnés en adoption à l'âge de moins d'un an. Les enfants n'avaient jamais mangé de la nourriture solide. Pendant l'étude, on leur a offert 34 aliments différents. Et les enfants auraient pu choisir un régime alimentaire qui ne répondait pas à leurs besoins s'ils avaient choisi une certaine combinaison. Les enfants ne l'ont pas fait. Ils ont toujours choisi des aliments qui comblent leurs besoins. Les pédiatres, le pédiatre qui a publié les résultats a dit qu'il n'avait jamais vu des enfants aussi sains dans sa carrière. Les enfants n'ont jamais fait preuve d'une compréhension innée. Ils ont tout essayé et ensuite ils ont choisi les aliments qui comblaient leurs besoins. Aucun enfant mangeait exactement le même régime alimentaire qu'un autre et le régime changeait aussi d'un jour à l'autre. On a fait beaucoup d'études avec le bétail et le bétail a fait exactement la même chose. Quand on a C'est comme si on faisait le plagiat, même si je n'avais jamais lu le travail de Clara Davis. Et donc, elle conclut que les enfants ont réussi à atteindre l'objectif, mais par des chemins différents. Tout comme le ciel peut être atteint par des chemins différents. Les résultats laissent la sélection des aliments chez les aînés. Tout le monde le savait à l'époque, mais ce n'est pas tellement le cas maintenant. Depuis un siècle, les choix sont de plus en plus influencés par les aînés coopératifs, politiques et académiques. L'industrie alimentaire, pharmaceutique, les universités. Je ne veux pas être une grande critique, mais toutes ces institutions ont détourné les préférences alimentaires des êtres humains et cela a donné lieu à une pandémie de maladies d'origine alimentaire qui sont traitées à grands frais par des produits pharmaceutiques. Maintenant, on voit des enfants qui naissent avec le syndrome métabolique transgénérationnel, les mères qui sont obèses ou qui engraissent beaucoup pendant la grossesse ou qui deviennent diabétiques vont avoir des enfants qui auront une meilleure susceptibilité à certaines maladies. Et on sait que ces enfants se développent exactement comme je le disais pour le bétail. Donc, cela me fait penser
Historiquement, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils étaient en harmonie avec le paysage. Ces liens ont été brisés, surtout depuis un siècle. Et je le vois, je l'ai vu pendant ma vie moi-même. Quel est le prix à payer quand on ignore ces liens transgénérationnels aux environnements, si c'est chez nous ou chez les animaux dont nous sommes les gardiens? Maintenant, parlons des aliments nutritifs pour un peu mettre à la table, pour ainsi dire, pour ce que Shawnee et Craig vont dire. Auteur Mark Schatzker, canadien, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle The Dorito Effect, la vérité étonnante sur l'alimentation et la saveur. Les saveurs de la viande et des légumes et les fruits sont devenus plus fades depuis 50 ans, tandis que les aliments transformés sont devenus irrésistibles. Donc, les vrais aliments sont devenus moins intéressants, tandis que la malbouffe est devenue très désirable. Les écologistes ont fait beaucoup de travail sur la disponibilité des ressources et l'environnement, le soleil, les nutriments, l'eau, d'autres espèces influencent les caractéristiques du sol, ce qui influence à son tour les caractéristiques des plantes. Mais ils étudiaient les systèmes sylvestres, sauvages, et la même chose s'applique à notre système alimentaire. On sait que la richesse phytochimique de nos aliments a baissé de 10 à 50 chez 43 fruits, légumes et céréales depuis 50 ans. C'est à cause des variétés que nous produisons, la manière de les produire et aussi le fait de ne pas les cueillir mûrs. Tout cela a été fait pour accroître la croissance aux dépens de la richesse en nutriments, la richesse phytochimique. Donc, nul surprise que les aliments souvent ont l'air bons mais n'ont aucune saveur et que les enfants, et aussi nulle surprise que les enfants n'ont pas envie de les manger. Comme je disais, la richesse phytochimique dépend de la saveur et la saveur dépend de la variété végétale et le site où la plante pousse. Il y a une variété de maïs que nous apprécions qui s'appelle Bodacious. Mais la valeur, mais la saveur peut être absolument extraordinaire ou nulle, dépendamment du site où la plante est produite. Voilà plusieurs années, je suis allé au Mexique et on est allé à plusieurs fermes dans différents raccoins. La saveur des aliments était extraordinaire. Je l'attribue à la manière de les produire. Les tortillas que je les ai mangées là-bas, je les ai recherchées pendant des mois après mon retour aux États-Unis, mais je n'ai pas pu les retrouver. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est une tradition. C'est bon, je vais parler des trois sœurs. C'est une tradition autochtone de l'Amérique du Nord. J'ai regardé une étude qui démontre que ces trois plants sont plus nutritifs quand on les cultive en combinaison ou en compagnonnage que seuls. Donc, on met l'accent sur sur la polyculture ici. Et on sait que dans les pâturages ou les prairies, il y avait des parcelles, ou dans une étude, il y avait des parcelles avec 16 espèces de vivaces. Et là où on les a produits en mélange, en compagnonnage, il y avait de 150 à 370 plus de nutriments dans leur tissu que les plantes cultivées en monoculture et aussi de 30 à 90 plus de capacité de rétention d'eau et de nutriments. Donc, ce que j'aime dire, c'est que les plantes convertissent le sol en plantes et ensuite, voilà, tout cela crée la vie. Il est très important pour le bétail de manger une grande variété de plantes. C'est vrai pour les herbivores, mais aussi pour les omnivores et les carnivores qui mangent ces herbivores. Quand
on examine le bétail, on a compris qu'il y a deux façons de se traiter avec des médicaments. On peut le faire à court terme, mais ce qu'on a démontré, c'est que les animaux peuvent apprendre à consommer les bons médicaments. Par exemple, pour se traiter en consommant de la bentonite, le bentonite pour l'acidose, les tanins pour un autre pour la distension, et ainsi de suite. Mais au-delà de cela, les animaux sont capables de manger certains aliments de manière prophylactique, comme de manière prophylactique. Donc, tous ces composés qui se trouvent dans les différents mélanges de plantes se trouvent dans les corps des animaux et au niveau des cellules, pensez aux cellules. Les cellules ne peuvent manger que ce qu'il y a dans les capillaires. Et bon, ces cellules mangent des substances phytochimiques très riches qui permettent de prévenir la maladie. Et quand on leur donne une variété de choix, le bétail engraisse plus rapidement, avec moins d'émissions de méthane. Finalement, je voudrais dire que, que la diversité des plantes et la chimie des plantes va augmenter la richesse du régime et cela, à son tour, va augmenter la qualité du lait, du fromage et de la viande. Ça dépend beaucoup du pâturage versus une ration qui est donnée dans un parc d'engraissement. Et voilà, j'avais une diapo. En Italie, quand les vaches laitières mangent, mangent pèsent sur le pâturage, la saveur et la richesse biochimique du lait et du fromage sont améliorées. Les peuples locaux préfèrent les saveurs de ces laits, de ces fromages-là. Même chose est vrai pour la viande qui vient des animaux sauvages ou domestiques. Ce livre, Life in the Rocky Mountains de Warren Angus Ferris, parle des bisons. Quand les bisons étaient en mauvais état, ils n'étaient pas très appétissants, euh, mais appétissable, euh, appétissant. Mais quand on mangeait mieux, la viande était magnifique. Pas besoin d'assaisonnement. On pouvait le manger sans manger du pain, des légumes. On, on, on l'aime jour après jour. Pourtant, normalement, on s'en lasse de la viande après l'avoir mangé exclusivement pendant quelques jours. Donc, Stephen Van Breet a comparé la viande des animaux qui ont reçu une ration de parc d'engraissement versus des animaux qui ont mangé des régimes riches phytochimiquement riches. Il a fait des analyses métabolomiques pour analyser la richesse phytochimique de la viande. Qu'est-ce que l'on découvre? Et on vient de publier un article sur une communication sur le bison. Sean va parler davantage de ces choses, mais les bisons qui ont reçu une ration dans les enclos, qui mangeaient la luzerne, le maïs et quelques autres plantes, les animaux qui étaient dans les prairies avaient des teneurs beaucoup plus élevées en substances phytochimiques, en antioxydants, en anti-inflammatoires. Il y avait moins de stress oxydatif. Peut-être le plus intéressant, il a dit que le bison fini en enclos donne l'allure de personnes sédentaires qui ne font que regarder la télévision à chaque soir. Il n'était pas en très bonne forme versus des animaux qui mangeaient sur pâturage et qui avaient l'air de grands sportifs. On s'en rend pas compte, mais à chaque fois que l'on mange un repas, il y a une réponse inflammatoire dans le corps avec de plus en plus de possibilités de développer des maladies. On
pense par exemple à des composés pro- et anti-inflammatoires et on imagine que la viande est pro-inflammatoire. Mais une étude en Australie a comparé des vaches de parc d'engraissement, des animaux élevés sur pâturage et on a regardé les kangourous en fait qui étaient élevés. Euh, il y avait très peu d'inflammation dans les corps des kangourous par rapport aux animaux qui se trouvaient, qui étaient élevés en parc d'engraissement. Je, Donc, m'ont fait comprendre, c'est qu'il faut manger le kangourou si on veut manger une bonne viande, non pas les vaches. Les palais ont lié les gens aux paysages dans lesquels ils vivaient. Alors, comment se fait-il que la nutrition humaine est tellement mêlant maintenant? Maintenant, ce sont les autorités qui doivent nous dire ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Si on vit sur la Terre, si on passe plusieurs décennies sur la Terre, on comprend que les conseils changent continuellement. Mais on imaginerait que l'on soit en bonne santé et pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça a créé beaucoup de confusion. Donc, je vais vous présenter une autre vidéo. Je veux essayer de vous faire comprendre les différents facteurs qui influencent nos choix alimentaires. Nous sommes tellement contents que tout le monde soit là et votre père cuisine depuis toute la journée. Ça c'est une farce. Farce. Non, moi, je mange pas de la viande, sauf le poulet, le poisson. Euh, mais est-ce que l'animal est mort de cause naturelle? Est-ce que c'était une suicide assisté? Elle ne veut rien manger. Elle est difficile. Eh bien, on va manger. Bon, en 45 secondes, ils ont expliqué ce qui me prendrait 50 minutes à expliquer. Mais quand on étudie les différents documents, les différentes communications, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens choisissent différents aliments. J'ai des amis qui sont véganes et d'autres qui sont carnivores. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les conseils peuvent influencer ce que nous percevons, ce que nous croyons et comment nous nous comportons. Alors, je vous donne un exemple. On a cessé d'écouter la sagesse du corps. Dans cette étude, on offrait la même viande aux gens, mais si on disait aux gens que la viande venait d'un parc d'engraissement, les gens trouvaient que la viande était graisseuse, salée, pas très appétissante. Mais si on disait que la viande venait d'une ferme où les animaux sont en liberté et qu'ils mangent une grande variété de plantes, les gens aimaient beaucoup la viande. Il n'y avait pas, c'était la même viande. Alors les gens sont très, très influencés par les messages qu'ils entendent. Ce n'est pas si facile de comprendre ceci, mais on a cessé d'écouter ce que je disais, la sagesse de nos corps et nous acceptons d'abord maintenant le conseil des autorités. Il est de moins en moins facile de redécouvrir cette sagesse corporelle étant donné tous ces facteurs qui nous influencent. Maintenant, je vais me taire et j'apprécie beaucoup que vous m'ayez offert cette occasion de vous partager ce que je sais. Merci beaucoup, Fred. C'était extraordinaire. Il y a beaucoup à digérer dans cette présentation. J'ai une question que j'aimerais te poser pour faire le pont vers les autres conférenciers. Parfois, bon, on a l'impression d'avoir oublié la sagesse du corps. On pense à rhubarbe, les pommes de terre. Qui était la première personne à découvrir que l'on ne pouvait pas manger les feuilles qui sont toxiques, mais que oui, on pouvait manger la tubercule ou la tige dans le cas
de la rhubarbe. Alors, je me demande, dans ton livre Nourishment, que je recommande à quiconque, et si vous cherchez le prochain livre, je vous recommande euh, ce livre de Aldo Leopold, qui était écologiste et écologiste et environnementaliste. Il dit que les gens ont perdu le lien à la nature et que notre comportement crée des problèmes. Il dit que les produits, des substances phytochimiques peuvent nous offrent beaucoup de délices. Et il a cette joie du monde naturel, ce plaisir que l'on peut prendre quand on mange. Et est-ce que tu peux nous parler de ces thèmes comme moteur de la santé, euh, euh, la joie comme moteur de la santé euh, euh, humaine, même la santé économique des agriculteurs? Oui, je pense que ce que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Donc, moi, ce que ça me fait dire ceci. Nous avons perdu notre lien au paysage qui nous nourrissent et qui nous soutiennent, nous supportent. Nous sommes encore des membres des communautés de la nature, même si nous sommes beaucoup d'urbains qui n'ont pas de lien à la terre. Mais nous sommes encore des membres, nous sommes de la communauté de la nature. Ce que l'on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes. Et donc, on voit les différentes façons que la différente rétroaction, la rétroaction de cette terre sur nous. Je pense qu'il faut réfléchir à la manière que l'on traite ces paysages parce que ces paysages vont nous traiter de la même façon. C'est essentiel à notre santé physique et à notre santé mentale. J'ai passé 7 ans sur une ranch au Colorado il y a 50 ans et je ne me suis jamais senti aussi centré pendant cette période. On produisait notre nourriture, on vendait les cultures, le bétail, on allait à la chasse, on allait chercher des aliments sauvages. Je ne critique pas les gens, mais je pense qu'il faut écouter la sagesse de votre corps et manger ce qui est fin. Mais ce que l'on commence à comprendre, c'est que les plantes et les animaux, ce n'est pas que les animaux. Les plantes aussi ont une certaine conscience. On peut même dire que les plantes ont des sens. Et on arrive finalement à la conclusion que toute la vie est sacrée. Et on a perdu de vue cette idée en s'éloignant de notre mère, de notre terre-mère. On a perdu ces liens. Je dis, faites un jardin, même si vous avez euh, euh, arrêté d'irriguer, d'engraisser de fertiliser votre pelouse. Si vous avez un jardin, essayez de reprendre contact avec les sources de notre nourriture. Merci beaucoup. Merci, Fred. J'apprécie beaucoup ce que tu nous as présenté. Shauna, est-ce que tu voudrais renchérir? D'accord, oui, tout à fait. Et il est toujours difficile de suivre Fred, mais bon, ma tête euh, tourne. Il y a tellement de choses qu'il a dit que euh, sur lesquelles je dois faire de la recherche. Je m'appelle Shauna. Je vais vous expliquer très rapidement ma carrière. Euh, je suis productrice biologique en récupération. Je ne sais, et aussi scientifique de cours arrière. J'ai 3 enfants. C'est le fun pour moi, mais peut-être pas un peu moins pour eux. Je fais des petites études, pas dangereuses, avec les enfants, mais qui ont euh, trait à la nourriture. J'étais au Vermont et je découvrais qu'au printemps,
euh, les enfants ne mangeaient que des œufs. Et le lendemain, après, ah non, venait une certaine époque en été où ils ne mangeaient plus d'œufs. Je l'ai remarqué avec d'autres choses. Les fraises arrivaient de saison, venaient de saison, et puis du coup, ils ne mangeaient que des fraises. Et ensuite, non, je ne veux pas de fraises. Ça m'a fait questionner beaucoup de choses. Ensuite, j'ai déménagé au Colorado et j'ai géré une ferme diversifiée de 11 acres. Plusieurs personnes venaient à la ferme. Je pense que cela me fait comprendre un peu certaines questions, mais plusieurs des membres de notre ASC, de notre programme de panier, croyaient que les aliments qu'ils obtenaient chez moi étaient plus nutritifs que ce qu'ils achetaient au supermarché. On avait plusieurs clients qui avaient des allergies et j'ai découvert M. Kittredge en 2012 lors d'un de ses ateliers au Vermont. Et ce qu'il disait avait du sens pour moi. Je suis rentré au Colorado et j'ai commencé à mettre en œuvre certaines de ces choses. Et ça a totalement changé mes pratiques de culture, la qualité de mes produits. Et encore là, j'avais des questions, mais est-ce que je peux le démontrer scientifiquement? Là, j'ai obtenu un diplôme en sciences édaphiques et des cultures. Je suis associé avec le BFA depuis 2012. Je siège sur le CA depuis 1 an et demi. Bientôt, ce sera 2 ans que je vais compléter comme employé. J'ai vu d'autres participants qui sont de notre groupe aussi, qui sont là. Mais c'est comme ça que je suis arrivé ici. Quand j'ai écouté Dan Kittredge, ça avait du sens pour moi. Et j'avais toujours l'impression que le BFA, Bionutrient Food Association, et son bras scientifique, le Bionutrient Institute, étaient sur la bonne voie. Je n'ai pas encore trouvé la faille dans le raisonnement, mais je suis ici et je vais vous parler un peu de ce que nous avons fait. Le BFA existe depuis plus de 10 ans. Ça a commencé en 2012. C'est là que j'ai rencontré Dan Kittredge. Son objectif était d'accroître la qualité des denrées alimentaires. C'est beaucoup dire. Et c'est une mission qui comprend, ce qui englobe presque tous les objectifs imaginables. En 2017, 3 laboratoires ont été créés par le BFA. C'est à ce moment-là que le laboratoire scientifique a été développé. Nous avons élaboré une méthode pour mesurer la variation de nutriments dans 25 cultures. On va prendre des échantillons d'un un peu partout et on va voir s'il y a des différences entre les différents aliments. Dan disait oui, cette carotte n'a aucun goût, celle-là est délicieuse. On a fait analyser plus de 6000 échantillons de partout. On a essayé aussi d'obtenir des données de régie, sur la régie de culture. Et l'objectif était de calibrer un capteur de données bionutritives. Il s'agit d'un outil. On veut avoir un outil qui nous permet de faire confiance à ce que l'on mange. Si on voit quelque chose qui a l'air bon et que ça sent bon et que le goût est bon, eh bien, probablement que vous n'en avez pas besoin d'un tel capteur. Mais quand vous allez au magasin, vous ne pouvez pas nécessairement sentir ces choses. La viande, ben, on ne sait pas. Donc, si on achète la viande et que l'enfant ne l'aime pas, eh bien, d'accord, on ne va pas répéter, mais ce n'est pas l'idéal. Alors, ça, c'est vraiment agréable. Je vais vous donner des exemples de ce que nous avons trouvé.
Voici la variation de calcium par culture, selon la culture. Alors, les différentes couleurs indiquent la quantité de variation. Regardez le kale. Le kale, il y avait des échantillons qui avaient 6 fois plus de calcium que d'autres échantillons de kale. C'est incroyable. Regardez ces petits carreaux. Ça, c'est l'analyse de l'USDA, que c'est la quantité de calcium que vous allez recevoir normalement. Donc, quand vous achetez le kale, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de ces échantillons qui se trouvent bien en deçà de cette valeur donnée par l'USDA. Donc, on a regardé les antioxydants, les polyphénols et d'autres composés. Ça, là, on regarde encore le kale. Et ça, c'est donc la quantité de calcium et le nombre d'échantillons. Le carreau bleu se trouve ici. Et donc, vous voyez que plusieurs de ces échantillons sont bien en deçà de la valeur de l'USDA. Mais à droite, on trouve certains agriculteurs qui réussissent à produire du méga kale, du kale de très grande qualité. Si vous n'aimez pas le kale, peut-être que vous n'avez jamais mangé cette production. On a ces données pour 20 cultures environ. Et ça, c'est seulement un exemple. Vous n'allez pas pouvoir le lire, mais regardez les bandes. Regardez la longueur de ces bandes, de certaines de ces bandes. Regardez, pour certaines cultures, la variation est énorme. Ensuite, on a décidé que l'on ne pouvait pas créer un capteur pour définir la qualité sans définir justement la qualité. On ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'une culture a beaucoup de potassium que c'est une culture de qualité. Il faut donc définir la qualité. Mais avant cela, je voulais parler un peu de cette étude. On a, on a utilisé une base de données, Data Explorer. On peut jouer avec cela, utiliser différentes cultures, examiner un certain élément nutritif. Donc, ça a été très utile. Avec Dan, c'est très important que toutes les données vivent, euh, soient de sources libres. Tout ce que l'on fait est disponible pour vous. Et c'est vraiment le fun de jouer avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça commence et ça termine aussi avec le consommateur. Ça commence avec le choix du consommateur et ça se termine avec la compréhension de ce qui est euh, sain. L'évaluation réelle. Je crois que le futur de la nourriture réside dans l'évaluation de sa qualité en fonction de son contenu nutritif. Euh, je n'ai aucun problème avec les étiquettes et d'essayer de comprendre la source de la nourriture. Je pense que ça a beaucoup changé les régimes, mais parfois on perd de vue la liberté, la créativité, la beauté. Quand vous êtes, euh, quand vous êtes limité par, par les boîtes dans lesquelles vous vivez, ben, je peux vous dire que Craig, par exemple, est très créatif. Parfois, quand vous devez cocher des cases, grand nombre de cases, on tombe loin de la marque. Je crois qu'il faut commencer à définir la qualité comme contenu nutritif. On a beaucoup de choses à apprendre de tous les agriculteurs, qu'ils soient biologiques, conventionnels ou biodynamiques ou autres.
si on fait, si on cherche, si on cherche les productions, si on imagine que les meilleurs produits dans ces graphiques sont ceux qui ont été produits, par exemple, par les agriculteurs biologiques, ce n'est pas le cas. Donc, on a beaucoup à apprendre. Cela nous a amené à une définition d'un produit riche en nutriments. Je dis oui, d'accord, bien sûr qu'on commence par la viande. Pourquoi pas une patate que l'on peut facilement transporter? Non, non, on a commencé par la viande, c'est compliqué. Mais bon, dans cette étude, on a demandé aux éleveurs de nous envoyer des échantillons de sol, de fumier, de fourrage, euh, des ribeyes, donc des steaks de ces animaux. Et aussi, ça s'est poursuivi avec des essais de la santé humaine. C'est avec Fred Van Vliet, qui est le directeur de ce projet pour nous. Et ce que l'on découvre euh, sur une base préliminaire à mi-chemin est que plus la, les, les espèces, plus la diversité végétale est grande dans le régime, et plus la teneur en la richesse nutritive de la viande est grande aussi. Donc, voici des fermes qui ont participé dans cette étude. Nous avons des échantillons de 3 autres continents aussi, et le Canada participe. Les céréales, non. Ce sont des résultats préliminaires, mais en général, voici ce que nous voyons. À gauche, c'est le rapport des oméga-6 aux oméga-3. Plus le chiffre est faible, et mieux c'est pour la santé humaine. Et sur l'axe horizontal, le nombre de plantes ou le nombre d'espèces végétales dans, euh, euh, je pense qu'il y avait un maximum de 20 espèces. Avec l'augmentation du nombre de plants, d'espèces végétales, on voit un décroissement de ce rapport, ce qui est bon. Ça, c'est bien, mais ça devient encore plus intéressant. Ça, c'est ce qui m'intéresse encore plus. Et on découvre aussi que les métabolites sont produits dans le sol, sont transférés des champignons au sol, à la plante, à l'animal, à l'être humain. Et nous pouvons tracer tout cela parce que ce sont parce que c'est seulement dans certains sols que ces niveaux sont produits. On le voit avec les ergothionéines et aussi avec les histidines bétaïnes. Un autre exemple du transfert des nutriments du végétal à l'animal. Qui est mesurable. Ça, on dirait une ligne, mais si on suit les flèches, c'est une boucle. Ce n'est pas linéaire. C'est que les pratiques régénératrices semblent avoir des impacts bénéfiques sur tous ces systèmes. Et donc, ça devient une boucle parce que cela va augmenter la prospérité des fermes et aussi le niveau de vie des fermiers. On a vu des avantages pour la santé des sols, la diversité végétale, la qualité de l'eau, la fonction écosystémique, le bien-être du bétail, la densité ou la richesse du nutriment et la santé humaine. Donc, la mission du BFA, nous avons donc
l'Institut Bionutrient qui fait de l'éducation et le rayonnement. Non, pardon, il y a le Bionutrient qui est l'aspect scientifique. Puis le BI fait de la recherche pour présenter des recommandations pratiques aux agriculteurs qui veulent créer des produits riches en nutriments. Et le BFA fait le travail d'éducation des agriculteurs et des consommateurs en fonction de ces résultats. Les deux, donc, se renforcent mutuellement. Mais ce dont je voulais parler, c'est que dès qu'on pose une question, moi j'avais une question. Est-ce que, est-ce que ces aliments, est-ce qu'une carotte est toujours une carotte? Non, la réponse n'est pas simple, parce que cette question mène à une autre et ensuite à une autre. Mais je veux remercier les gens qui ont participé dans cette analyse euh, de la viande. C'est tous ces gens qui nous ont envoyé ces échantillons. C'est la science citoyenne. On a reçu un peu de financement pour cette étude du bœuf, mais je crois qu'une bonne partie des éleveurs ont fait un don euh, en argent afin de pouvoir participer. Pour moi, c'est extraordinaire. Les gens sont curieux. Ils veulent produire euh, de la bonne viande et j'aime beaucoup que les gens aient pu euh, participer de cette façon. Merci beaucoup de m'avoir euh, reçu et de m'avoir écouté. Merci, Shauna. C'est extraordinaire et c'est un travail qui nous inspire. J'aime beaucoup cette image des poupées russes où une question est si dans une autre et dans une autre. Et on avait chaque question en englobe une autre. Et on avait une question qui nous a été posée dans le fil de discussion sur la souveraineté alimentaire. Quel est votre rôle? Quel est ton rôle chez BFA? Si ton rôle te met en contact avec des gens qui travaillent pour la justice alimentaire, comment est-ce que ce travail pourrait quelle serait l'interface avec les communautés qui n'auraient peut-être pas les moyens de manger ces aliments riches en nutriments. Il y a souvent des gens, merci beaucoup de la question, il y a souvent des gens qui veulent tester, par exemple, les aliments offerts aux enfants, aux écoliers ou aux patients d'hôpital. Est-ce que c'est là où tous les aliments de moindre qualité vont finalement se trouver? Mais si on parle à Dan Kittredge, lui, il croit que ça va marcher parce que je voulais vous parler, c'est pour ça que je voulais vous parler de la moyenne recommandée par l'USDA. Si ce n'était pas une moyenne, mais si c'était un niveau de base, ce serait extraordinaire. Au lieu de dire, bon, on va continuer à produire ces aliments sans valeur, mais plutôt que l'on puisse, moi j'aimerais bien dire qu'une carotte qui ne répond pas à une certaine norme n'est pas un aliment. Moi, mon espoir, bon, ça bouge jamais aussi vite que ce que j'aimerais, euh, mais mon espoir est que, bon, pourquoi est-ce qu'on veut éduquer les consommateurs et les agriculteurs? Parce que au fur et à mesure que l'on met en œuvre les pratiques régénératrices, vous allez utiliser moins d'intrants, vous allez pouvoir maintenir vos prix à un niveau plus abordable. J'espère que, moi, j'espère que ces prix pourront atteindre un certain plafond. Et j'espère que les agriculteurs et les éleveurs pourront toucher un bon salaire tout en offrant un produit de qualité qui répond à cette norme à tout le monde. Moi, je pense que si c'est la malbouffe, il faudrait dire et l'étiqueter malbouffe.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une collaboration. Il y a des gens qui nous appellent, mais il n'y a pas beaucoup de... Comment il n'y a pas beaucoup de financement pour de telles études. C'est pour cela que je remercie les gens les contributeurs à ce travail. Nous avons quelqu'un qui veut faire des analyses de l'alimentation dans son système, son réseau scolaire local, mais elle va devoir payer pour le faire parce qu'il n'y a pas de financement. Il faut éduquer les agriculteurs, les consommateurs et finalement élever la norme, hausser la norme. N'oublions pas le but de la chose. Ce n'est pas qu'un hobby, ce n'est pas qu'un loisir, ce n'est pas que quelque chose qu'il faut manger parce que sinon on meurt. Il faut avoir une certaine révérence pour les bons aliments par rapport aux mauvais. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se présentent dans le fil de discussion. Craig, j'ai fait ma présentation. Nous produisons le bœuf piémontais fini sur fourrage, sur pâturage, parce que justement, on veut élever ces animaux sur des fourrages mixtes. Ça n'a pas toujours été le cas. Chez Peony, nous avons Peony Farms, on croyait qu'on produisait le meilleur pour nos clients, mais ma fille souffrait des complications dès la naissance, elle a donc de gros problèmes de santé. Elle ne peut pas consommer les aliments par la bouche, mais elle doit la consommer par un tube. Donc, mais bon, l'avantage, c'est que on n'a pas on n'a pas à se soucier de ce qu'elle va manger. On peut choisir ce qu'elle va manger. On cherchait des aliments qui pourraient la nourrir et pourraient lui permettre d'atteindre les meilleurs résultats de santé. On a décidé qu'on allait lui donner un mélange d'aliments naturels et non pas les formules commerciales. Mais il y avait encore un problème. Myriam, ma femme, croyait que la viande finie sur pâturage serait meilleure pour sa fille que le bœuf fini sur grain. Moi, je suis producteur biologique aussi, en récupération. Moi, mon expérience était que ce n'est pas parce que c'est étiqueté fini à l'herbe que c'est un meilleur produit. On n'a pas réglé ce différend. Myriam a finalement décidé d'aller acheter de la viande d'un autre éleveur qui finissait sa viande à l'herbe. Moi, j'étais frustré. Je voulais le meilleur pour ma fille aussi, mais moi, je voulais produire sa nourriture. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche et il semblait que tout le monde qui parlait de la richesse nutritive, de la densité nutritive, faisait de l'agriculture régénératrice et les données semblaient indiquer que ma première réaction était la bonne, que ce n'est pas tout le bœuf fini à l'herbe qui est identique. Dr. Van Cleek semblait indiquer que, des, que, que, que les animaux qui sont finis sur un pâturage très divers ont la meilleure densité nutritive. Ce sera donc la meilleure alimentation pour notre fille, pour nos clients et pour notre famille. Donc, je me suis dit, bon, je sais ce que je dois produire, mais comment est-ce que j'allais le faire chez nous? Dans le système de production conventionnelle et biologique, il y a des critères établis et des normes culturelles sur ce qu'il faut faire pour être un bon agriculteur. Dans l'agriculture régénératrice et dans la finition
au pâturage, il n'y avait pas de critères ou de normalisés. Pendant cette transition que j'ai effectuée, j'ai commencé à travailler aussi avec un coach, John Roderman, pour devenir un bon entrepreneur. J'ai dû mettre plusieurs séances de coaching avant que John puisse m'aider à comprendre qu'il n'y avait pas un certain groupe de pratiques qui ferait de moi un bon entrepreneur. Finalement, ce qu'il fallait faire, c'est de vivre selon mes valeurs. Après une séance, je regardais mes notes et j'ai compris que les valeurs sont essentielles à la production de la nourriture. J'ai découvert trois autres vérités régénératrices, que les êtres humains font partie du système. Numéro 2, que les systèmes sont très dynamiques. Et numéro 3, que ces systèmes ont des boucles de rétroaction. Donc, cela a formé un certain schéma que je vous présente ici. Dans la nature, les êtres humains sont une espèce qui sont une prédatrice et donc tout ce que l'on fait ou que l'on ne fait pas affecte le système. Puisque les valeurs sont tellement importantes pour notre prise de décision comme être humain, ces valeurs sont les moteurs et le fondement du système alimentaire. Mon expérience avec ma fille a changé mes valeurs agricoles pour mettre l'accent sur la santé humaine. Et ensuite, j'ai fixé des objectifs et j'ai choisi des outils qui me permettraient de produire ces aliments plus sains. Mais avec la complexité et les différents contextes de chaque ferme et même de chaque champ, l'agriculture régénératrice passe finalement par l'essai et l'erreur. Heureusement, ces systèmes ont beaucoup de boucles de rétroaction que nous pouvons surveiller. Je vous présente deux flèches, mais il peut y avoir des flèches partout. On peut surveiller ces boucles pour s'assurer de suivre le bon chemin. Peut-être qu'il s'agira d'observations visuelles. On examine le sol, les plantes, les animaux. Est-ce que tout est en santé? On peut y goûter, comme Fred a dit, mais on a trouvé qu'il y a certains facteurs qui ont un impact qui n'est pas palpable à ce niveau-là. Et il y a aussi des éléments qui sont visuels, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est pour cela qu'on utilise aussi des analyses pour surveiller ces boucles de rétroaction. À gauche, on fait des tests de sol, des analyses de sol, ensuite l'analyse de la sève. Troisièmement, c'est les analyses qui ne sont pas douloureuses, mais qui nous donnent d'excellentes données sur ce qui se passe au foie de l'animal. Et finalement, les analyses de la ration. On fait aussi des analyses génétiques de notre race piémontaise, des facteurs comme la tendresse, tendreté, et aussi d'autres éléments. On a appris beaucoup de ces analyses. On a beaucoup appris et donc je voulais vous expliquer que la gestion du calcium dans le sol est un des facteurs les plus importants dans la richesse nutritive de nos produits. Quand le calcium est disponible, les végétaux sont plus riches en calcium et on voit aussi d'autres micronutriments, surtout le cuivre et le zinc, qui vont voyager avec le calcium. L'importance de suivre ces différentes boucles est aussi très importante dans la gestion du calcium, car il ne s'agit pas que d'ajouter du calcium.
On a beaucoup de calcium dans les sols qui est bloqué par les pratiques antérieures et on doit trouver une façon de libérer ce calcium pour les plantes et les animaux. Nous avons pu libérer ce calcium, entre autres, par en équilibrant les niveaux d'acide humique et fulvique dans le sol. Je voulais mentionner Melissa qui a élaboré cette analyse particulière de ces deux acides. On peut ajuster ce rapport des deux acides en appliquant un bon produit d'acide humique ou en convertissant notre fumier en un fumier composté qui est plus riche en acide humique avant de l'appliquer au sol. Et on a aussi vu la libération du calcium en intégrant la facélie dans nos pâturages. C'est une bonne plante qui nous aide à rendre disponible cet élément et aussi des applications de magnésium aux sols qui en sont un peu déficients. Ces sols ont une grande affinité pour le magnésium et cela donne lieu à la libération du calcium. L'objectif à long terme, je fais beaucoup de recherches là-dessus, c'est de rendre ces systèmes édaphiques fonctionnels, de sorte que le sol va convertir l'acide fulvique en acide humique biologiquement et chimiquement et va donc maintenir le cycle du calcium lui-même. Nous avons vu, d'après nos analyses de ration et de foie, que les résultats en matière de calcium sont prometteurs. Nous avons pu réduire les suppléments de calcium à zéro et nous avons, en travaillant sur les fourrages, nous avons aussi vu l'accroissement des autres minéraux et, et on croit que au fur et à mesure que le système s'améliore, que tout cela va affecter les animaux. Quel est l'impact sur la densité nutritive de la viande, du bœuf que nous produisons? Nous en avons envoyé des échantillons au BFA en 2022. On avait des échantillons de notre dernier lot de viande finie au grès et ensuite du premier lot de viande finie au pâturage. Cette dernière viande avait 3 fois plus d'oméga de 3, 20% plus de fer et 70% plus de calcium que les échantillons finis au grain. On est certain que cette densité nutritive va continuer à s'améliorer. Et nous sommes en train de travailler sur les détails pour continuer les analyses des produits cet automne afin de constater l'approbation depuis 2 ans. Nous n'avons pas encore les résultats pour les phytonutriments, mais j'ai hâte de voir ces résultats. Cette mission, au fur et à mesure de notre périple, on aimerait bien que vous abonniez à notre bulletin. J'ai comme valeur de base la curiosité. Je suis toujours en train de poser des questions. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web, à vous inscrire et vous allez recevoir mon bulletin. Vous allez pouvoir donc participer à toutes nos avancées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram. Merci de votre temps. J'ai beaucoup apprécié votre présence ce soir. Et j'adore. C'était vraiment intéressant de voir toutes ces idées, cette recherche, ces théories, toute cette philosophie qui sous-tend, en fait, qui est présentée par Shawn Fred. Et ensuite, on voit les résultats à la ferme.
de Craig. Et mon Dieu, la veste est extraordinaire. Oui, c'était. J'ai une question préparée, mais je voulais aussi parler de la teneur en calcium de nos sols. La Terre n'est pas bête. La Terre, il ne manque rien à la Terre. Les systèmes sont brisés. Et donc, certains éléments sont bloqués. Mais il faut activer cette chimie édaphique et cela permet donc de commencer à faire des conversions. Euh, Conversion d'acide fulvique en acide humique, compostage du fumier. Il y a beaucoup de calcium. On découvre qu'il y a beaucoup de calcium dans la terre. Les pissenlits sont extraordinaires à aller chercher du calcium dans le sol. Bon, moi, j'adore tout ça là. C'est un message qui est souvent euh, pas communiqué. La Terre n'est pas inerte ou bête ou stupide. Au contraire, il s'agit d'aller chercher, il faut avoir la curiosité pour pouvoir, et aussi il faut avoir la sagesse, l'humilité et l'amour pour bien comprendre ces systèmes et ces relations qui nous offrent tellement de vie abondante. Donc, je, je te félicite. Je, donc, c'est vraiment extraordinaire que tu explores toutes ces relations et que tu essaies de les faire fonctionner comme il se doit. Maintenant, le temps file, mais j'ai une question à poser. Vous avez compris que certaines valeurs clés ou de base sont préférables à une liste d'épicerie ou une liste de critères qu'il faut suivre à la lettre. Euh, Est-ce que vous trouvez que ces pratiques qui sont fondées sur vos valeurs et ces explorations et le fait de prendre toutes vos décisions en fonction de ces valeurs, est-ce que vous trouvez que c'est un chemin qui peut être suivi par d'autres? Parce que vous avez, vous parlez, vous avez une histoire à raconter, une genèse toute spéciale, mais est-ce qu'il faudrait offrir un soutien à vos pères en agriculture pour que lui aussi, pour que eux aussi puissent suivre ces mêmes chemins? Euh, eh bien, bon, cette combinaison de valeurs et d'analyse est absolument nécessaire, atteignable et nécessaire. Trois raisons pour lesquelles je pense cela. D'abord, les valeurs et les analyses vont rallier ou raccorder le contexte aux pratiques. Les gens peuvent venir copier, imiter mes pratiques, mais on ne peut pas le faire parce que leur contexte est différent du mien. Leur situation est différente. Peut-être que c'est la pluviométrie ou je ne sais pas. Donc, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire et ils doivent faire l'analyse de leur propre boucle de rétroaction pour découvrir si oui ou non ils avancent ou non. Et là, je parle de toute échelle, toute envergure du jardin jusqu'à la grande ferme. Deuxièmement, comprendre les valeurs humaines nous apprend beaucoup. Travailler avec la belle famille est difficile, mais quand on a cette valeur partagée, on peut souvent régler nos différends parce qu'on sait que l'on partage un objectif. Et troisièmement, cela nous donne la motivation de surmonter des défis. Euh, dans certaines situations, il est très difficile de fermer la boutique. Mais quand on garde présent la valeur euh, qui me motive. Cela nous permet de tenir la route. Euh, le soutien. Bon, on peut faire plusieurs choses de façon autonome. On peut lire des livres. Brené Brown parle
dans son livre de ce qu'il faut faire pour découvrir quelles sont vos valeurs. Pour moi, le coach a été essentiel. J'ai pu l'utiliser comme caisse de résonance. Il, Ça, c'est une autre source de rétroaction. Parfois, bon, j'ai des angles morts comme n'importe qui. Et c'est lui qui m'a fait voir cela. Peu importe la démarche que vous adoptez, il faut toujours se regarder honnêtement. Si on refuse de voir ces angles morts, eh bien, on va probablement faire fausse route. Bien qu'une bonne partie de ta recherche d'entreprise, bon, tu parles de René Brown, qui est connu pour son travail sur la vulnérabilité. Et alors, donc ça, c'est quelque chose qui nous inspire. Euh, il ne reste que 3 minutes ce soir. Une dernière question pour les trois conférenciers. S'il y a une seule politique agricole qui devrait être mise en place sur un horizon de 3 à 5 ans, quelle politique serait-elle? Serait-il, Will? Alors, bon, moi, je peux dire rapidement, il s'agit de favoriser ces choses dont Craig et Shauna parlent. Le Farm Bill devrait encourager ces pratiques. Le Farm Bill, donc le projet de loi agricole qui est voté à tous les quelques années aux États-Unis. Craig ou Shauna? Eh bien, plus que la politique, je crois que les consommateurs devraient voter avec leur argent parce que acheter, c'est voter, comme on l'entend souvent dire. Ils devraient dépenser en fonction de leur valeur. Une politique qui pourrait permettre aux consommateurs de le faire, par contre, n'est-ce pas? Parce que on sait que les coûts de l'alimentation ont augmenté beaucoup, beaucoup, et donc ça permettrait aux gens d'acheter ce qu'ils veulent acheter. Moi, j'allais dire cela aussi, quelque chose de très semblable. Je crois que les changements vont provenir des consommateurs. Les politiques passent par tellement de règlements et de mains avant d'arriver aux gens qui doivent en profiter. J'aimerais qu'il y ait une ligne de base de la qualité. Je ne sais pas si c'est pour l'année prochaine ou pour dans 3 ou 5 ans. Mais ça, oui, ça c'est sur ma liste de souhaits. C'est ce que j'aime dans l'agriculture, quand on peut être créatif et que l'on a la liberté d'essayer les choses. C'est ça, j'aime beaucoup ça. C'est extraordinaire. Il y avait des questions que nous avons reçues dans le chat. Une question Émilie, qui parle d'un indicateur, une plante indicateur du niveau de calcium. C'est la facélie, je crois, n'est-ce pas? La facélie, ça, c'est cette plante-là, n'est-ce pas, qui est qui est un bon bioindicateur. C'est ce que je me demandais, si c'est bien la facélie. Facélie, comment est-ce qu'on écrit? Quelqu'un peut l'écrire dans le chat peut-être. C'est une belle plante, très utile aussi. Alex vient de l'écrire. P-H-A-C-E-L-I-E, facélie. Les abeilles l'adorent. Magnifique. Et j'avais une autre question pour le BFA. Est-il encore possible d'envoyer des échantillons de viande ou des échantillons là-bas? On adorerait pouvoir faire ça, car nous sommes en transition, nous aussi. Nous, sommes, nous avons la viande finie au grain et à l'herbe au même endroit. Et je me demande si l'étude se poursuit, si on peut
se joindre à cette étude et vous envoyer des échantillons. Oui, les analyses de variation. Euh, euh, Nous avons en fait fermé notre laboratoire de Michigan et nous sommes maintenant en partenariat avec Chico State University, donc où on fait des analyses. Euh, Ils sont en récalibrage et ils croient être en opération dans 6 mois. Donc, vous pouvez vérifier sur le site bionutrient.org ou du site du BFA. Pour ce qui est des analyses de bœuf, oui, on reçoit encore des échantillons. Il faut le faire par don. Et donc, les éleveurs doivent payer environ 2500 $ US pour faire analyser le sol, le fumier et la viande et la ration. Non, j'ai écouté, c'est tout. Donc, sur le site du Bionutrient Institute, vous trouverez cela. Il y a une étude de bœuf. Vous pouvez y aller, remplir les formulaires et on peut s'en parler par la suite. Mais ce n'est pas un laboratoire où on peut faire analyser n'importe quel échantillon. C'est une étude qui se fait. On est en train de calibrer les machines, à élaborer, développer des méthodes, des protocoles. C'est énorme et c'est très intéressant, mais vous n'allez pas recevoir vos résultats demain. Sachez. Mais vous faites partie d'une très belle communauté où on peut parler de ces choses. Merci beaucoup. Je vais rester en contact. Merci, merci beaucoup. Eh bien, notre temps s'est écoulé. Je voudrais remercier les trois conférenciers, conférencières. J'espère que vous m'entendez encore. J'ai des problèmes de connexion. Et je voulais terminer en remerciant du fond du cœur ces trois conférenciers de leur présentation pleine de sagesse et d'inspiration. J'espère que vous quittez nourris par de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques. Et je remercie Régénération Canada de m'avoir invité à faciliter, à animer cette discussion. Chaque discussion est plus intéressante que la dernière et la suivante. Mon Dieu, je suis tellement ravi de voir tellement de monde qui s'intéresse à la meilleure façon de nourrir la terre, à gagner sa vie et à nourrir les gens.